Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache dans la configuration d'été du plateau du Média TV. Bonjour Laurent Douzou. Bonjour. Il y a 80 ans, exactement le 16 juin 1944, Marc Bloch, l'historien du Moyen-Âge, le fondateur de la Grande Revue des Annales, qui a révolutionné la manière de faire de l'histoire, était fusillé par les Allemands après avoir été capturé par la Gestapo, fusillé avec 29 compagnons résistants comme lui à Saint-Didier de Formans, dans le département de l'Ain. Marc Bloch avait joué un rôle important dans la résistance, sur lequel on va revenir. C'est aujourd'hui une figure très particulière en France, pour les intellectuels, pour les historiens et plus largement dans le champ politique. Une figure assez consensuelle, à tel point qu'on a pu parler de Saint Marc Bloch, il me semble-t-il. Je vois que ça vous fait sourire. Peut-être justement parce qu'il avait au fond assez peu d'aspérité politiquement, mais c'est peut-être un peu trompeur. En tout cas, il y a eu depuis le milieu des années 2000 plusieurs tentatives pour le faire panthéoniser. Je crois que la question est encore d'actualité. Il a été revendiqué un peu partout dans le champ politique. Un groupe, je crois, qui formait un think tank souverainiste a revendiqué le nom de Marc Bloch et s'est vu empêché en justice par la famille de Marc Bloch de prendre ce nom. Il n'est pas jusqu'au Front National et Marine Le Pen qui s'est référé à lui, ce qui est quand même absolument un comble quand on sait que son père considérait la persécution des Juifs comme un point de détail de l'histoire et que Marc Bloch, juif, a perdu son poste universitaire à cause du statut des Juifs. Je reçois donc Laurent Douzou, que je remercie beaucoup d'être avec nous, qui est professeur à Sciences Po Lyon. Oui, professeur émérite. Professeur émérite maintenant à Sciences Po Lyon, historien de la résistance. Vous avez fait votre thèse sur le mouvement Libération Sud, une partie de la résistance. Vous avez beaucoup publié sur divers résistants. Vous avez fait une biographie de Lucie Aubrac, oui, je crois. Vous avez travaillé aussi sur Daniel Cordier, autre grand résistant, disparu il n'y a pas si longtemps. Vous avez fait une histoire générale de la résistance, d'ailleurs, je crois, il y a quelques années, en 2019. Oui, avec Julien Blanc et Sébastien Albertelli, au Seuil. Vous avez publié aussi un petit livre sur le programme du CNR, oui, par ailleurs, donc le programme du Conseil national de la résistance. Peut-être qu'on peut commencer par revenir sur l'action de Marc Bloch en tant que résistant, qui se termine donc tragiquement quand il est fusillé à l'âge de 57 ans. Il est capturé en mars 1944, je crois, par la Gestapo à Lyon. Quel rôle a-t-il joué pendant ces mois de résistance ? Alors, je vais faire une réponse en demi-teinte ou prudente. Il joue un rôle considérable parce qu'il entre en résistance, on y reviendra peut-être fin 42, début 1943. Il n'est pas tout de suite intégré vraiment dans le mouvement franc-tireur dont il veut faire partie. Mais on est donc mars-avril 43 et en juillet 43, il dirige pour franc-tireur la région R1, c'est-à-dire la région Rhône-Alpes. Et puis un an plus tard, moins d'un an plus tard, il est le principal dirigeant des mouvements unis de résistance qui regroupent combat, libération et franc-tireur. Et c'est à ce titre qu'il est arrêté, 8 mars 1944, sur le pont de la Boucle à Lyon, puis interné à Montluc, torturé à de très nombreuses reprises et finalement extrait de Montluc avec, comme vous l'avez dit, plus d'une vingtaine de ses camarades, et non pas fusillé, parce que fusillé, ça donne l'idée qu'il y a un peloton d'exécution et qu'au fond, on vous rend les honneurs d'une certaine manière. Il est massacré avec ses autres compagnons à l'entrée d'un champ à Saint-Didier de Formans. Ça, c'est donc première partie, résistant éminent. Mais aussitôt, il faut ajouter qu'on sait peu de choses de sa résistance. C'est pas si étonnant, parce que les résistants passaient leur temps à effacer les traces de l'action qu'ils menaient. Par conséquent, on n'a pas beaucoup d'indices précis de ce qu'a été son activité. On sait qu'elle a été intense. On ne devient pas un dirigeant de la résistance si on n'a pas gagné ses galons, si on n'a pas mérité d'être dirigeant. Mais on sait qu'il était un homme très ordonné. On sait qu'il a fait en sorte de développer la résistance, qu'il était parfaitement admis comme chef, parce que la hiérarchie résistante, elle est très subtile. Il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de vote.
Donc comment est-ce qu'on devient dirigeant? On devient dirigeant en s'imposant, en faisant valoir ses mérites. Et Marc Bloch l'a fait alors qu'il avait beaucoup de handicaps. Alors ça, on y reviendra peut-être, mais nous, quand on dit Marc Bloch, on imagine un professeur à la Sorbonne, cofondateur des Annales, un homme avec une grande notoriété. Mais on n'entrait pas dans la résistance sur curriculum vitae, ni grand oral. Donc en fait, tous ces titres-là laissaient assez indifférents les résistants. Et ils ont vu arriver, au début de l'année 43, un homme de 56 ans, ancien combattant de la guerre de 14-18, chevalier de la Légion d'honneur au titre de cette même guerre. Il avait terminé capitaine, je crois. Vous l'avez terminé capitaine en ayant commencé sergent, père de 6 enfants dont la dernière avait 10 ans. Autrement dit, il n'avait pas le profil type du résistant. En particulier, il était âgé. Il avait une polyarthrite, ça peut paraître un détail, oui. mais c'est donc quelqu'un qui n'était pas forcément un gambe. Et donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut bien faire de lui, quel atout peut-il représenter. Et puis, en fait, très vite, il s'est imposé, puisque si on considère qu'il entre début 43 et plutôt au mois de mars, qu'en juillet, il soit un dirigeant de francs-tireurs et qu'ensuite, il devienne le chef du directoire des murs pour la région R1, ça atteste vraiment une capacité à se fondre dans l'action clandestine qui est tout à fait étonnante. Et depuis où est-ce qu'il opérait? Il est arrêté à Lyon. Il s'était retiré, on y reviendra à un moment donné, quand il a perdu son poste dans la Creuse. À Guéret. Voilà, puisqu'il avait une petite maison à Fougères, après, c'est ça, près de Guéret. Oui. J'imagine qu'à partir du moment où il a pris des contacts et où il a peu à peu pris le rôle qui était le sien, de dirigeant, donc manifestement, il a dû bouger, il a dû circuler. Est-ce qu'on sait un peu ce qu'il a fait? On sait bien. Alors, quand il quitte, on y reviendra peut-être, son poste de professeur à Montpellier, professeur d'histoire médiévale, en novembre 1942, quand les nazis envahissent la zone sud, il se réfugie en Creuse. Et là, il y a toute une période pendant laquelle il ne fait pas de résistance particulièrement. Et puis début 43, fin 42, début 43, là, on ne signait pas d'engagement dans la résistance, donc on n'a pas une date précise. Il arrive à contacter par des amis qu'il a à Clermont-Ferrand, un jeune agent de liaison qui s'appelle Maurice Pessy. Ce Maurice Pessy a 20 ans et lui en a 56. Et il adjure Maurice Pessy de lui donner le contact avec francs-tireurs. Et Maurice Pessy dit à la direction de francs-tireurs, il y a là un professeur d'université qui voudrait nous rejoindre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil n'est pas enthousiaste. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire faire, à quelle tâche est-ce qu'on peut l'affecter. Au fond, personne ne le sait. Et là, j'ai un témoignage de Maurice Pessy des années 1990 dans lequel il dit « Le problème, c'était de l'utiliser. Je me souviens d'un long voyage à Limoges où nous voulions l'attacher à la direction régionale qui n'en voulut pas. Le retour fut triste. » Et vous me disiez où est-ce qu'il est? Il va, pour forcer sa chance, s'installer à Lyon. Mais il faut imaginer que cet homme, à Paris, professeur à la Sorbonne, avait un grand appartement avec sa nombreuse famille dans lequel il pouvait travailler sereinement. À Lyon, il occupe une chambre, une petite chambre chez Madame Avinin. Madame Avinin, c'est la femme d'un des dirigeants de francs-tireurs, qui elle-même est résistante. Et Maurice Pessy, encore une fois, a dit... Chez Madame Avinin, je le vis un soir accablé dans un fauteuil, dans la pénombre, un livre fermé devant lui, que de peine pour offrir sa vie. Est-ce alors qu'il me dit qu'il se sentait amoindri par l'âge, vieilli dans ses facultés intellectuelles, son œuvre était terminée, lui aussi. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est de quelqu'un qui va vivre en reclus à Lyon dans une petite chambre, loin des siens, et qui va petit à petit faire valoir le crédit qu'il peut apporter à la résistance. Alors, dans un premier temps, on va l'utiliser aux tâches qui lui semblent le mieux destinées, c'est-à-dire des tâches intellectuelles, qui sont très importantes dans la résistance. Je ne minimise pas du tout en disant ça. Mais par exemple, il va être le rédacteur en chef des cahiers de la France combattante, des cahiers politiques de la France combattante.
Il va diriger la revue libre du mouvement franc-tireur. Donc là, on lui donne des tâches qui sont en parfaite adéquation avec ses compétences. Et dans les cahiers politiques, d'ailleurs, il y a des textes alors les textes ne sont pas signés, mais il y en a certains dont on sait qu'ils sont de lui. Hein. Il y en a qui sont de lui et qui sont très reconnaissables d'une certaine manière, parce que c'était un homme très intransigeant sur les principes. Donc il y a par exemple un texte « Pourquoi je suis républicain » par un historien qui, au fond, dit assez bien son état d'esprit à ce moment-là. Et c'est très précieux parce que comme tous les résistants, il n'a sûrement pas couché par écrit ses pensées intimes. Donc ce type de texte, qui est un texte destiné à être publié, dit quand même beaucoup de son état d'esprit à l'époque. Et c'est ce à quoi on se raccroche parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir ce que dans son fort intérieur il pensait. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait quand on a 56 ans, qu'on a eu la carrière qu'il avait eue, quand on vit dans une petite chambre à Lyon et qu'on aspire à être reconnu par ses camarades de résistance? C'est pas du tout évident. Là, il y a une expérience à laquelle rien, littéralement rien ne l'avait préparé. Quand il prend cette chambre à Lyon, manifestement, donc pour essayer de travailler à la résistance et de s'engager, on est à quel moment on est en 1943, donc On est au début de l'année, premier trimestre de l'année 1943. On ne peut pas être beaucoup plus précis que ça, mais c'est le moment où... Enfin, il franchit le Rubicon d'une certaine manière. Ouais. Ça veut dire quitter sa famille, les siens, sa femme qui n'est pas en très bonne santé. Simone Vidal. Voilà, pour venir s'installer à Lyon. Pour trouver demeure à Lyon. Mais là encore, il faut bien imaginer dans des conditions vraiment spartiates. Hein. Donc c'est ce qu'il fait. Et alors, à partir de ce moment-là, il va manifester une telle vitalité qu'on se dit au bout d'un moment, mais peut-être qu'il peut nous être utile à autre chose, qui est déjà très important, mais qui a de la contre-propagande, avec les cahiers politiques ou avec la revue libre. Et là, petit à petit, on voit monter dans la hiérarchie, jusqu'à ce qu'en juillet 1943, donc très vite, en l'espace de 3-4 mois, il soit désigné comme représentant du mouvement franc-tireur au sein du directoire des mouvements unis de résistance, à Lyon. Donc il est un des 3 dirigeants de la résistance non communiste à Lyon à partir de juillet 1943. Et ensuite, mais il va... au gré des coups durs, c'est-à-dire cette direction, elle est touchée par des coups durs. Il y a aussi des gens comme Alban Vistel qui tombent gravement malades. Il devient, lui, chef cette fois-ci du directoire des murs au mois de janvier 1944. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est au sommet de la hiérarchie résistante régionale. On sait qu'il fait des voyages à Paris, quelques voyages, où il rencontre le comité général des experts, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de penser les réformes de la France de la Libération. Et là, sa parole pèse, parce que c'est un homme qui a beaucoup d'idées sur l'éducation. Il y a un texte de lui, d'ailleurs, dans les cahiers politiques, qui n'est pas signé, mais on sait qu'il est de lui. Peter Schoettler, je crois, l'historien allemand, a fait un article sur ce texte de Marc Bloch, où Bloch s'en prend très violemment à Albert Rivaux, qui est le ministre de l'enseignement supérieur de Pétain, qui prépare des réformes, et où Bloch se dévoile assez largement politiquement, beaucoup plus subversif finalement, beaucoup plus à gauche au fond, beaucoup plus contestataire de l'ordre établi, qui ne l'avait été jusque-là. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en réalité, la résistance change les femmes et les hommes qui en sont partie prenante. Et beaucoup d'hommes qu'on qualifie de droite aujourd'hui, dans la résistance, seraient aujourd'hui jugés très à gauche. C'est-à-dire que le centre de gravité de la résistance, en règle générale, a glissé très très fortement vers la gauche. Et ça veut dire que les gens se sont radicalisés dans l'action. Ils se sont radicalisés à cause de la politique du gouvernement de Vichy, à cause de la répression allemande, à cause de la doctrine nazie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la tiédeur dans ce type de combat-là, et que donc que Marc Bloch se montre offensif et plus qu'il ne l'était ordinairement, ça n'est pas très surprenant. De surcroît, je crois qu'il faut nuancer l'idée que c'était quelqu'un de tiède avant-guerre. On n'a pas de trace précise de son engagement politique. Mais il y a quand même un indice que je trouve intéressant. Il est un des tout premiers signataires de l'appel à la constitution du comité de vigilance intellectuelle antifasciste en 1934. Ils ne sont pas très nombreux au tout début, et lui, il fait partie des premiers. Ça, c'est pour moi un marqueur très important. Est-ce que ça le situe à gauche? En tout cas, ça fait de lui ce qu'il revendiquera tout le temps, c'est-à-dire un républicain, au sens fort qu'on accordait à ce terme à l'époque, et un patriote. Et donc, je crois que ce qu'il montre en 1934, évidemment, on va le trouver décuplé
dans la résistance, parce qu'encore une fois, ce combat-là change les gens qui le font. C'était peut-être aussi lié à sa connaissance de l'Allemagne, puisqu'il avait fait un séjour assez long en Allemagne pendant ses études, je crois à la fin des années 1900. Il lisait parfaitement l'allemand, il était très au fait de l'historiographie, de l'état des travaux de ses collègues allemands. Et en tant que juif notamment, il savait, je pense, à quoi s'en tenir de ce qui se passait. Et ça a peut-être été une motivation. Alors c'est une motivation, bien entendu, c'est une motivation fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'imaginer ce qu'a été la vie de cet homme jusqu'en 1940. Parce que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce qui suit. Il a un cursus universitaire sans tâche, je dirais même brillantissime. C'est-à-dire qu'il est élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il est agrégé d'histoire et de géographie sans coup férir, il passe sa thèse très importante, saluée comme telle immédiatement. Il est professeur à l'université de Strasbourg, qui à l'époque est le phare, puisqu'on est au moment où on tente de faire pièce aux universitaires allemands. Strasbourg vient de redevenir française, voilà. et il faut que l'université française rayonne. Brille de tout et son donc éclat. Le gouvernement met tous les moyens nécessaires, et il y a une effervescence intellectuelle extraordinaire à cette époque. Donc avoir une chaire à Strasbourg, c'est pas absolument indifférent. Ensuite, on sait qu'il aura une chaire à la Sorbonne. Je veux dire la Sorbonne de l'époque, où il y a très peu de chaires. Donc ça veut dire, c'est vraiment, ça signe un niveau d'excellence. Par ailleurs, il est cofondateur, comme on sait, des Annales avec Lucien Febvre. Donc je peux dire, dans ce parcours-là, il n'y a pas d'anicroche, il y a un échec au Collège de France. Mais j'ai envie de dire, un échec au Collège de France, ça signe un niveau d'excellence qui quand même déjà nous dit que l'échec est très relatif. Dont on peut se demander, dont on se demande toujours d'ailleurs cet échec, dans quelle mesure il était lié au fait qu'il était juif. C'est ce que dans sa préface à la réédition de L'étrange défaite, Stanley Hoffmann suggère, c'est-à-dire qu'il y a probablement un lien entre le fait qu'il soit conduit au Collège de France et le fait qu'il était juif. L'antisémitisme, la culture antisémite massive, notamment de la droite française, de la France forte de cette époque-là. Mais finalement, en quelque sorte, c'est presque un produit qui aurait beaucoup plu à Pierre Bourdieu, qui aurait pu le mettre dans un bocal de la reproduction sociale, puisque non seulement c'est un parcours parfait scolaire que vous soulignez, mais il est lui-même fils de normalien, fils de professeur d'histoire, un très, très bon historien, Gustave Bloch, qui lui aussi, avant, va finir à la Sorbonne. Donc c'est vraiment là. Alors, il est issu d'une famille de juives, dont Suzette Bloch, d'ailleurs, sa petite fille, fait l'histoire en ce moment, et dont on voit qu'elle a compris de nombreux rabbins depuis le XVIIIe siècle, en Alsace en particulier, mais qui s'est totalement laïcisé à la fin du XIXe siècle ou plus tard, et qui a donné ces élites républicaines parfaitement conformes, parfaitement normées. Et donc, effectivement, son côté républicain et patriote, alors, il y a républicain, patriote, incontestablement, quand même, je pense, marqué à gauche, voire le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, mais discrètement, si vous voulez. Il n'en fait pas commerce. Bien. 1940, l'été, il fait d'abord la drôle de guerre comme capitaine. Il sera décoré de la Croix de guerre au titre de cette campagne. Il avait déjà été décoré pour 14-18. Et puis, il y a l'été 40, où il rédige L'étrange défaite, qui est quand même un texte extraordinaire. Parce que dans L'étrange défaite, on voit tout son savoir-faire historien qui prend pour objet l'histoire ultra-contemporaine, l'histoire qui vient de vivre, l'histoire sur laquelle il écrit à chaud. Et c'est un triptyque, L'étrange défaite. Il y a d'abord, première partie, présentation du témoin. Lui-même, donc. Lui. Mais quand on pense à ce qu'il a écrit comme historien, c'est très intéressant. Il caractérise lui-même ce qu'il va écrire. Il y a ensuite la déposition d'un vaincu. C'est-à-dire qu'il ne s'abstrait pas du désastre de 40. Il partage la responsabilité de ce désastre. Et puis, il y a enfin examen de conscience d'un Français. Là, vous avez ce triptyque qui vous montre bien la puissance réflexive de Bloch. Mais L'étrange défaite rédigée, enfouie dans une boîte en fer et qu'on met dans le jardin de sa résidence de Fougères. Il veut retourner à ses études, mais il ne peut pas retourner à Paris, parce qu'il est professeur à la Sorbonne, mais les Allemands interdisent aux Juifs qui sont partis en zone sud de rentrer à Paris. Donc, il lui faut un poste. 23 octobre 1940, il obtient un poste à l'université de Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand.
Oui, il avait été avant quand il était plus jeune. Mais il perd son poste de la Sorbonne et on l'affecte à Strasbourg, replié à Montpellier. Exactement. Non, replié à Clermont-Ferrand. Donc, il est à l'Université de Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand, nommé le 23 octobre. Sauf que, 5 jours plus tôt, est paru le premier statut des Juifs qui exclut Marc Bloch de l'université. Donc, il ne peut pas enseigner à l'Université de Strasbourg, replié à Clermont. Et ce statut des Juifs du 3 octobre 40, publié au journal officiel le 18 octobre, prévoit dans son article 8 une exemption pour les gens qui, je cite, ont rendu des services exceptionnels à la France. Et Marc Bloch présente une demande. Elle passe donc devant le Conseil d'État, où le premier rapporteur estime que son dossier n'est pas tout à fait au niveau. Et puis, on se ravise, et en janvier 1941, il obtient l'exemption. Sauf que elle n'est pas publiée au journal officiel parce que les Allemands interdisent la publication du journal officiel avec cette mesure. Et donc, il n'est pas réintégré toujours, et il ne sera réintégré qu'en juillet 1941 à l'université de Montpellier. Il a demandé Montpellier parce que sa femme est en mauvaise santé et qu'il pense que le climat lui sera plus favorable. Sauf que, quand il arrive à Montpellier, il a un collègue qui s'appelle Augustin Flich, qui lui vaut une haine tenace. Un historien du Moyen-Âge. Historien du Moyen-Âge sur lequel il a fait une recension négative, ce que Flich ne lui a pas pardonné. Et Flich fait valoir aux autorités que c'est dangereux de nommer Bloch à Montpellier parce qu'il est juif, parce que ça peut alimenter des manifestations antisémites. Et lui-même, Flich est un catholique traditionnaliste tout à fait pétainiste. Un pétainiste, conservateur, enfin qui ne porte pas les juifs dans son cœur. Et donc Bloch va faire des cours à Montpellier, mais dans des conditions, j'allais dire, semi-clandestines. Et puis, 11 novembre 1942, invasion de la zone sud par les nazis. Bloch ne peut plus enseigner. Et à ce moment-là, il a un congé pour raison de santé officiellement. En fait, c'est la fin de sa carrière. Il va, en novembre 1943, être mis à la retraite d'office. Et ça sera une mesure effective le 1er janvier 1944. J'ai rappelé tous ces faits pour dire... Voilà quelqu'un dont la vie avait été parfaitement réglée jusqu'en 1940, qui avait un habitus universitaire. Alors, habitus, le terme est peut-être pédant, mais ça veut dire il avait intégré tous les codes de ce que c'est qu'un universitaire, comment il faut se comporter, comment on fait carrière. Enfin, il avait tout ça en tête. Et tout à coup, sa vie est fracassée par les mesures antisémites très fortes qui sont prises par le gouvernement français et par la difficulté qu'il a du coup à se réinsérer malgré les mérites que ce même gouvernement lui reconnaît, puisqu'on l'exempte du statut. J'ajoute qu'il a pensé un temps à partir aux États-Unis, qu'il a poussé les démarches très avant pour partir, lui, toute sa famille, sa femme et sa vieille mère, et que finalement, au bout d'1 an, il a dû renoncer. Donc vous avez quelqu'un qui, au fond, s'est trouvé tout d'un coup dans une situation de paria. Alors qu'il a été un modèle de Français et lui-même se pensait comme fondamentalement patriote républicain, vous l'avez dit. Il était très fier et jusqu'au bout il l'a été. Quand il rédige son testament d'ailleurs à Clermont-Ferrand, il dit que la seule chose qu'il veut qu'on fasse au moment de son enterrement, ça n'est absolument pas réciter le Kaddish, pas de rituel juif parce qu'il se sent totalement finalement au fond non religieux. Hein. Il disait d'ailleurs qu'il ne se sentait juif que face à un antisémite. Oui. Mais pour le reste, voilà, pour lui, ça n'a pas de place. En revanche, ce qu'il voulait, c'est qu'on rappelle ces citations pour fait d'armes, donc pendant la guerre de 14. Donc c'est fondamentalement un patriote, et il se voit, on lui enlève tout d'un seul coup, parce qu'il est juif. On lui enlève tout, et vous savez, le testament que vous citez, qui est du 18 mars 1941, il est extrêmement intéressant, parce qu'il dit « Je ne veux pas de prière hébraïque sur ma tombe, mais... » qu'on ne voit pas là le fait que j'essaie de me dédouaner de ma condition de juif, en aucune façon. C'est-à-dire il a parfaitement compris où on en est, et donc il ne s'agit pas de donner des gages aux antisémites, en aucune façon. Il s'agit de dire, oui, je suis juif, si vous êtes face à moi en me disant que je le suis, mais ce n'est pas ce qui me définit en priorité. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça montre la subtilité de sa position, et le fait qu'il tient deux fers au feu, en quelque sorte. Face aux antisémites, comme dit, il dit, oui, je suis juif, et en même temps il dit ça n'est pas ce qui me détermine fondamentalement. Bon.
Et il fait partie de... Ils étaient quand même assez nombreux. Ces juifs qui s'étaient tout à fait laïcisés, qui étaient sortis des traditions religieuses juives et qui étaient parfaitement assimilés, et notamment aux élites intellectuelles. Il est loin d'être le seul à cette époque-là. Et qui tout à coup se retrouvent confrontés au fait qu'ils seraient juifs et que ce serait finalement un élément constitutif et premier finalement de leur existence. Mais c'est-à-dire ça le devient, de fait, Oui, c'est un élément constitutif et premier. Si vous avez une chaire et qu'on vous la prend au motif que vous êtes juif, mais alors vous pouvez présenter ce qu'il a fait, une demande d'exemption, mais enfin, ça n'efface en rien l'affront qu'on vous a fait. Et c'est du coup, c'est un des éléments, c'est une motivation sûrement très très profonde de son entrée en résistance. Pas unique, c'est-à-dire elle va de pair avec son patriotisme, avec son républicanisme. Et de surcroît, ce juif parfaitement intégré, c'est pas quelqu'un qui peut, comment dire, de façon explicite, revendiquer ses qualités de juif pour expliquer le fait qu'il est résistant. Je prends un autre exemple qui est intéressant, Jacques Bingen, qui était un des dirigeants de la résistance en France, qui était membre du bureau central de renseignement et d'action, les services secrets du général de Gaulle, qui était parachuté en août 1943, écrit au moment où il part en mission, parce qu'il sait qu'il y a des risques qu'il ne revienne pas, et de fait, il ne reviendra pas, il se suicidera en mai 1944. Jacques Bingen écrit une lettre à sa mère, au moment où il part, août 1943 de Londres, dans laquelle il lui dit « Je pars me battre pour cette patrie parce que je suis un patriote, etc. » Et puis, dit-il, « Je suis juif. » Et ça compte aussi. Et il y a déjà beaucoup d'autres juifs, comme tu le sais, qui se battent. Et c'est un des motifs de mon départ. Oui, il écrit ça à sa mère, mais il n'en fait pas état par ailleurs. Donc, je pense dans le fort intérieur, ça joue un rôle tout à fait important, mais ça n'est pas ce que lui met en avant. Quand Marc Bloch entre en résistance, il entre dans un mouvement qui s'appelle Francs-Tireurs. En fait, en zone sud, il y a 3 grands mouvements qui ont émergé entre 40 et 42. C'est Combat, Libération de zone sud et Francs-Tireurs. Francs-Tireurs, ça va comme un gant à Marc Bloch, parce que c'est un mouvement très républicain, libre penseur. Ça lui va bien d'une certaine façon. Et donc, il entre à Francs-Tireurs et il aura des responsabilités à Francs-Tireurs. Seulement, ces 3 mouvements qui agissent de conserve, mais qui sont distincts, vont comprendre au fil de l'année 1942 et de la forte pression qu'ils subissent de la part de l'envoyé du général de Gaulle qui s'appelle Jean Moulin, qu'ils ne peuvent pas continuer à agir séparément. Et donc, petit à petit, ils vont en venir à l'idée qu'il faut qu'ils fusionnent. Et c'est en janvier 1943 que le combat, Libération et Francs-Tireurs vont fusionner dans ce qu'on appelle les mouvements unis de résistance, les MUR. Et donc Marc Bloch a été le chef de Francs-Tireurs pour la région Rhône-Alpes en juillet 1943, puis il a été le chef du directoire des mouvements unis de résistance en janvier 1944. Donc le chef d'une organisation qui coiffait tous les mouvements de la résistance non communiste dans la région R1, la région Rhône-Alpes. Parce que souvent, on confond francs-tireurs avec les francs-tireurs et partisans, les FTP, qui sont le mouvement armé, la branche armée de la mouvance communiste. Mais francs-tireurs n'est en aucune façon communiste. Il agit dans la résistance comme le vieil universitaire qu'il est. J'en veux pour preuve ce que Georges Altman a écrit dans la postface de L'étrange défaite qu'on trouve en folio Gallimard, donc tout le monde pourra se reporter. Et il dit, en parlant de Marc Bloch, que c'était un monsieur de 50 ans, décoré, le visage fin sous les cheveux gris-argent, le regard aigu derrière ses lunettes, sa serviette d'une main, une canne de l'autre. Donc là, on voit vraiment l'archétype du vieil universitaire. Et il dit ceci, « Dans notre ourvari clandestin, dans nos rendez-vous, nos réunions, nos courses, nos imprudences, nos périls, il apportait un goût de précision, d'exactitude, de logique, qui donnait à son calme courage, je n'hésite pas à le dire, une sorte de charme saugrenu qui, pour ma part, m'enchantait. Voyons, voyons, disait-il, ne nous emballons pas, il faut limiter le problème. Oui, ça c'est très intéressant parce que là on a un témoignage direct de quelqu'un qui a côtoyé Marc Bloch, qu'il a même recruté à Francs-Tireurs et qui nous le montre non pas comme un résistant qui aurait coupé les ponts avec celui qu'il était avant, mais comme quelqu'un qui intègre dans son long parcours ce à quoi rien ne l'avait préparé, c'est-à-dire
un mode de vie clandestin. Et d'autres ont donné des témoignages. Alors on pourrait dire qu'ils ont embelli les choses rétrospectivement, mais des témoignages qui m'intéressent parce que ils disent. Alors je pense à Alban Vistel, qui était, qui était au directoire des murs avec Marc Bloch en région Rhône-Alpes, ou à Altman. Ils disent voilà quelqu'un qui se mouvait comme un vieux monsieur, mais qu'on voyait sauter sur un tramway en courant pour l'attraper, etc. Comme si la résistance lui permettait tout à coup de s'affranchir du poids des ans. Et alors ça pourrait paraître peut-être grandiloquent ou rétrospectif, une sorte de reconstruction pour montrer que c'est un héros. Non, pas du tout. Je pense que de la même manière qu'intellectuellement, ça a dû le bouleverser, ça l'a poussé dans ses retranchements. Et ça lui a peut-être fait oublier qu'il avait parfois du mal à se mouvoir, etc. Autrement dit, la résistance, ça a ceci de très singulier que ça hausse les individus au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de leurs capacités, et que ça leur fait accomplir des choses que dans la vie ordinaire, ils ne pourraient pas faire. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Alors on sait que quand il prend la direction du directoire des murs en janvier 1944, il entreprend un très très sérieux travail de réorganisation de tout l'appareil des mouvements unis de résistance, en le cloisonnant encore plus systématiquement, parce que plus la résistance avance, plus la période avance, plus la répression se fait forte. Et donc ça on sait qu'il a mis en œuvre un cloisonnement très efficace. On sait qu'il a attaché beaucoup d'importance à la contre-propagande, ce que la résistance appelait la propagande diffusion, parce que Marc Bloch était suffisamment intelligent et avisé pour savoir que, au fond, le terrain principal de la résistance, c'était moins la lutte armée que la conquête de l'opinion. Autrement dit, une feuille clandestine, un tract ou une revue, les cahiers politiques, la revue libre auquel il collaborait, ça avait une importance cruciale pour détacher l'opinion du régime de Vichy et pour, si possible, accuser encore la défiance ou l'hostilité que l'opinion pouvait avoir vis-à-vis de l'occupant. Donc on sait qu'il a travaillé dans ces domaines-là très fortement, qu'il a aussi développé le renseignement, mais je serais incapable d'en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas de papier, et ça prouve l'efficacité du système, d'une certaine manière, nous décrivant par le menu l'action qu'il a menée. On n'a que des témoignages indirects de gens qui, après-guerre, ont dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il avait travaillé un renforcement des structures. En tout cas, le 8 mars 1944, quand il est arrêté, il est arrêté sur renseignement. Dénonciation, une trahison. Plus exactement, arrestation antérieure dans lesquelles on trouve des papiers qui permettent de l'arrêter. Et ensuite, mais il est très longuement torturé. Et son interrogatoire, on peut le lire, l'interrogatoire officiel, c'est-à-dire celui qui date de mai 1944, qui fait la synthèse en quelque sorte de ce qu'il a pu dire entre son arrestation le 8 mars et mai 1944. On peut le lire en ligne aux archives nationales. Dans la série 72 AJ, dossier franc-tireur, on voit, c'est une synthèse assez courte dans laquelle on voit qu'il n'a pas livré de renseignements. Il a donné un certain nombre de renseignements, mais sur des gens qui étaient à Alger, comme Jean-Pierre Lévy ou Emmanuel Dacier de la Vigerie. Et il a donné un ou deux autres renseignements qui étaient sans intérêt en réalité. Donc il a été longuement torturé, interné à Montluc, ce qui était un sort pas enviable, parce que Montluc de l'époque, c'est la prison qui est aux mains des Allemands. Donc non seulement il est torturé, mais il a les conditions très très dures de Montluc. C'est un lieu de mémoire aujourd'hui, hein, Montluc. Il y a un parcours de visite. Ça fait partie des mémoriaux qui en France, prolongent la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un lieu qu'on peut aller visiter parce que c'est un lieu qui est resté intact en quelque sorte, qu'on n'a pas transformé. Et on voit les cellules telles qu'elles étaient. On imagine ces gens entassés vraiment dans quelques mètres carrés. Encore une fois, pour quelqu'un qui avait eu la vie qu'il avait connue jusqu'en 1940, même s'il avait connu les tranchées de 14-18, etc., là, il y a une expérience éminemment singulière et qui, à mon avis, l'a changé. Et vous voyez, c'est vraiment... c'est extrêmement triste que cette vie ait été fauchée le 16 juin 1944 parce que j'imagine ce qu'après une expérience pareille, un historien de cette trempe aurait pu produire.
parce que ça ne pouvait pas ne pas changer ses perspectives, lui donner d'autres approches. Bon, ça évidemment on ne le saura jamais, mais en tout cas, cette expérience-là qu'il a vécue entre mars et le 16 juin 8 mars et le 16 juin 1944, c'est une expérience terrible. Jusque-là, il avait gardé, on peut peut-être y revenir, une sorte de distance à l'égard de la politique. Alors, malgré cet engagement très significatif contre le fascisme, pour le reste, il se gardait bien, au fond, d'intervenir. On a parmi ces carnets un texte dans lequel qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas conservateur ?» Et on voit qu'il est progressiste tout en étant très, très patriote, hein, mais c'est pas du tout incompatible. Mais il est très mesuré. Et si il peut être si consensuel aujourd'hui, en tout cas s'il a pu l'être, c'est aussi parce qu'on trouve dans ses écrits une forme de célébration d'une forme de consensus français, hein, avec ce fameux texte justement. Et c'est tiré, je crois, du texte qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas conservateur ?» Il dit « On ne peut pas se sentir vraiment français si on ne vibre pas à la fois au souvenir de Valmy, c'est-à-dire au souvenir de la grande victoire, en tout cas pensée comme une grande victoire du peuple en armes, de la révolution contre l'Europe réactionnaire monarchiste, et puis d'un autre côté, on ne peut pas non plus se sentir français si on ne vibre pas au souvenir du sacre de Reims. Donc il y a quelque chose de contradictoire, hein, la sacralité de la royauté française, qui est une référence pour Maurras à l'époque, pour la droite antisémite et et contre-révolutionnaire. Il dit dès cette époque-là, il faut aimer les deux. Finalement, il faut aimer toute la France dans tous ses aspects, et c'est quelque chose qui va beaucoup plaire bien plus tard dans les années 80, dans le cycle des lieux de mémoire, qui dit finalement communiste, gaulliste, c'est pareil, embrassons-nous tous et nous sommes tous la France. Voilà, il y a quelque chose qui a plu, hein, bien sûr, à la classe politique et qui plaît encore, cette dimension républicaine aussi dont vous parliez, qui n'avait peut-être pas tout à fait le même sens dans son esprit qu'aujourd'hui. Non, d'autant que ces lignes, à mon sens, elles sont extraites de L'étrange défaite. Elles sont très souvent reprises, y compris par des gens qui aujourd'hui déplorent le déclin de la France, la perte de son identité, etc. Elles sont très souvent reprises parce qu'elles sont mal citées. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut lire dans son entier le passage de L'étrange défaite dans lequel il y a effectivement ces lignes si souvent citées. Ça vient après une description de la faillite de la bourgeoisie, ouais. Après les haines suscitées par le Front populaire. Donc, en fait, il faut le reprendre vraiment dans son entier. Et ça n'est pas le morceau de bravoure qu'on en fait, au fond, pour plaider une France qui conserverait son identité, qui serait réfractaire aux étrangers, aux immigrés qui viendraient dénaturer son identité, etc. C'est pas du tout ça. Mais vous avez raison, c'est comme ça qu'on l'utilise souvent. Pourquoi est-ce qu'il est si souvent cité ? Je ne pense pas précisément à Céline, mais pourquoi est-ce que Marc Bloch fait référence? Peut-être en effet parce qu'on n'a pas, dans l'entre-deux-guerres, à part son adhésion au comité de vigilance intellectuelle antifasciste, de prise de position politique marquée, et qu'on a par ailleurs un parcours absolument exemplaire dans la résistance. Donc ça fait un héros parfait. Hein, parce que d'une certaine manière, nul ne peut le revendiquer. Bon, donc tous le peuvent. Voilà, en même temps. Voilà comment les choses peuvent s'articuler. En réalité, je crois que l'action qu'il a développée à partir de juin 40, c'est quand même une action extraordinairement tranchée. On n'entre pas dans la résistance, on n'exerce pas les responsabilités qu'il a exercées au niveau où il les a exercées, si on n'a pas une vue très tranchée des options qu'on prend. Donc, je crois qu'on peut tout plaider pour cette période, sauf quelqu'un qui aurait été, au fond, équanime, qui se serait dit tout est dans tout, il n'y a pas d'engagement à avoir, il n'y a pas d'engagement plus fort que celui qu'il a résolu de prendre. Et encore une fois, il aurait pu décider autrement. Qui lui aurait reproché après-guerre, s'il s'était retiré à Fougères, de ne pas avoir combattu? Il n'avait pas l'âge de le faire d'une certaine manière. La résistance elle-même a été rétive à l'intégrer. Donc il aurait pu vraiment sans aucun problème se retirer. Il a fait absolument le contraire. Et il a fait le contraire en étant obligé de persuader les interlocuteurs résistants qu'il avait qu'il pouvait leur apporter quelque chose. Je ne crois pas qu'on puisse rêver engagement plus déterminé. Mais
l'image qu'on en a après, l'image qu'on en reconstruit, c'est une image très lisse, au fond de quelqu'un qui, oui, patriote, républicain, avec tout l'anachronisme que des termes comme ça peuvent charrier, parce qu'être patriote dans les années 30 ou sous la Résistance, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'en 2024. Donc, comme on transpose hâtivement, ben on se dit, ben voilà, c'est quelqu'un qui, au fond, peut faire consensus. Je crois que les choses sont plus complexes que ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Laurent Douzou d'être venu nous parler en historien de la résistance de cette très grande figure donc de Marc Bloch, je le rappelle, exécuté, non pas fusillé avec les honneurs, vous le rappeliez, mais exécuté au bord d'un champ par les Allemands avec 29 compagnons de résistance le 16 juin 1944.